Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez des robots apprendre à contrôler leur propre corps avec une précision presque humaine. De nouvelles intelligences artificielles émergent désormais dans l'ensemble des machines. Nous évoquerons aussi des systèmes capables de coordonner des flottes de robots comme un seul organisme. Et aussi de l'énergie qui commence à soutenir ce nouveau niveau d'automatisation de manière propre et viable. Pendant ce temps, des superordinateurs commencent à simuler l'avenir, avant même qu'il ne se produise. Et nous verrons aussi que les plans de contingence ne relèvent plus de la fiction. Et l'humanité est en train de créer des sauvegardes, une sorte d'arche de Noé technologique. Quand on met tout cela ensemble, il est clair que nous ne faisons pas que progresser technologiquement. Nous redessinons la façon dont la civilisation fonctionne, le corps, l'esprit, l'énergie et la survie. Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante, allons-y pour la vidéo. C'est un fait que chaque robot a toujours été traité comme une machine isolée, avec son propre cerveau, apprenant seul et se trompant seul, en plus d'évoluer lentement. Mais maintenant, cela commence à changer. L'entreprise humanoïde a révélé un système d'intelligence artificielle centrale, appelé Kinect QI, conçu non pas pour contrôler un seul robot, mais pour contrôler des flottes entières de robots. Et tout cela en même temps. En pratique, c'est comme si des dizaines, voire des centaines de robots différents partageaient un seul esprit numérique. Dans la vidéo, des robots sur roues organisent les produits, transportent des caisses et gèrent les flux logistiques en supermarché. Pendant ce temps, l'humanoïde bipède assiste les personnes, discute avec elles, saisit des objets et effectue des tâches de service, tous fonctionnant sous la même architecture d'intelligence. L'idée derrière le Kinect QI est simple et en même temps, elle est aussi radicale. Au lieu de programmer chaque robot individuellement, Humanoid a créé une intelligence artificielle en couches qui définit des objectifs, planifie des actions et coordonne l'exécution. Au niveau de la flotte, au sommet, se trouve la couche stratégique qui décide des objectifs, des priorités et de l'optimisation générale des opérations. En dessous, une couche de raisonnement robotique décompose ces objectifs en tâches plus petites, ajustant les plans à mesure que l'environnement change. Et ensuite, il y a la couche d'exécution qui traduit les décisions en mouvement réel. Saisir, déplacer, marcher, positionner. Et enfin, la couche physique qui contrôle l'équilibre, la stabilité et le mouvement du corps entier à haute fréquence. Tout cela se passe en même temps, à des vitesses différentes, comme dans un système nerveux artificiel distribué. Le détail le plus important, c'est que l'apprentissage est partagé. Si un robot acquiert une nouvelle compétence dans un entrepôt, elle peut être transmise à d'autres robots de service, de vente ou domestiques. Ce n'est plus un seul robot qui apprend, c'est toute la flotte qui évolue comme un seul organisme, et si un robot échoue, le système ne s'arrête pas. Le Kinect QI réattribue simplement la tâche à une autre machine plus adaptée, maintenant ainsi l'opération en cours sans interruption. Selon l'entreprise, ce modèle marque la transition définitive de la robotique basée sur des scripts vers ce qu'on appelle l'IA physique évolutive, où le raisonnement, la planification et le mouvement cessent d'être des modules séparés pour fonctionner comme un seul individu. En pratique, c'est le début de quelque chose de plus grand. Les robots cessent d'être des outils individuels pour devenir des infrastructures intelligentes, vivantes, entre guillemets, capables de soutenir des opérations réelles, continues et à grande échelle. Alors, jusqu'où cet esprit artificiel peut-il apprendre comme le fait un corps humain? En Chine, la réponse est venue d'un endroit inattendu, le berceau millénaire du Kung-Fu. Une vidéo récente venant de Chine a fait beaucoup de gens s'arrêter, regarder à nouveau et ressentir un certain frisson dans le dos. Des robots humanoïdes effectuant des mouvements de Kung-Fu synchronisés aux côtés de moines humains dans le célèbre temple Shaolin. Diffusées par Adbot, les images ont circulé dès le 7 février et sont vite devenues virales sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. La réaction a été immédiate, surprise, fascination et pour certains, une peur difficile à expliquer. Les robots Lynching X2, déjà célèbres pour d'autres démonstrations, sont au centre de la vidéo. En mars 2025, il est apparu en train de faire du vélo, comme un être humain le ferait dans un espace ouvert. En mai, l'entreprise a diffusé des images plus audacieuses, montrant le robot réalisant un saut périlleux. Un mouvement très complexe nécessitant une impulsion précise, un contrôle en l'air et un atterrissage millimétré. Désormais, Lynching X2 est allé encore plus loin. Il réalise des séquences d'arts martiaux traditionnels avec posture, équilibre et rythme.
évoquant l'entraînement humain discipliné. Derrière ces mouvements, il n'y a pas seulement de la mécanique, mais aussi, entre guillemets, un cerveau d'intelligence artificielle sophistiqué. Le robot est alimenté par le modèle Gene Operator, également connu sous le nom de JO-UN. Une IA conçue pour apprendre et agir dans le monde réel de manière beaucoup plus flexible. À la différence des systèmes classiques, le Go-On emploie la généralisation sans échantillon, permettant au robot d'effectuer des tâches et de manipuler des objets sans entraînement spécifique. En d'autres termes, il observe, interprète et agit. Le modèle introduit le concept d'action latente, une technique qui aide le robot à comprendre le mouvement humain en analysant simultanément les images visuelles passées et présentes. Cela résout l'un des principaux obstacles de la robotique humanoïde, le manque de données annotées sur les actions humaines. Cela permet à plusieurs robots de se déplacer en synchronisation et d'apprendre des schémas complexes, comme on le voit clairement dans la vidéo du temple. Mais l'impact ne se limite pas à la technologie. Le choix du temple Shaolin comme décor est profondément symbolique. Le lieu est considéré comme le berceau du kung-fu Shaolin, un espace où, depuis des siècles, le corps, l'esprit et la philosophie sont entraînés ensemble. Mettre des robots humanoïdes là-bas n'est pas qu'une prouesse technique, c'est aussi un choc culturel entre tradition millénaire et intelligence artificielle prédictive. Le message implicite est puissant. La robotique commence à pénétrer des territoires qui ont toujours été considérés comme exclusivement les nôtres, ceux des humains. Pour Gibot, ces robots ne sont pas présentés comme des substituts, mais comme des corps collaborateurs, des machines capables d'apprendre grâce aux démonstrations humaines, d'agir aux côtés des personnes et de partager des espaces culturels, industriels et sociaux. Voir des robots imiter précisément les mouvements humains est impressionnant. Mais lorsque cette même intelligence commence à pénétrer dans des environnements où les décisions signifient la vie ou la mort, cet impact cesse d'être symbolique. Et c'est exactement ce qui commence déjà à se produire dans les hôpitaux, y compris ici au Brésil. Le 29 janvier 2013, en 2026, la première édition du Health Innovation Forum prenait officiellement fin. Ce furent 2 jours intenses, avec plus de 1500 participants, 130 intervenants, 30 modérateurs et 5 arènes simultanées, discutant de quelque chose qui n'appartient plus à l'avenir, mais qui est déjà là, la transformation réelle de la santé. Organisé à Goiânia, l'événement s'est imposé comme un point de rencontre entre médecins, ingénieurs cliniques, gestionnaires hospitaliers, start-up, chercheurs, investisseurs et spécialistes qui redéfinissent la manière de faire, tant dans le secteur public que privé. Le RIF a clairement montré que la médecine de qualité ne dépend pas seulement de bons professionnels, mais d'un écosystème entier fonctionnant en harmonie. Infrastructure, architecture hospitalière, ingénierie clinique, interopérabilité des données, durabilité et bien sûr intelligence artificielle. Tous ces éléments sont maintenant considérés comme indissociables d'un même système. Il est à noter que Gensys, la start-up d'IA de mon cher ami João Galdino, a eu une présence importante au RIF. Ils ont présenté Mia, une IA spécialement conçue pour la santé. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais Aurea, que je présente toujours ici sur la chaîne, vient du même endroit. Le groupe Gensys, qui, en plus de Mia et aussi d'Aurea, possède d'autres intelligences artificielles destinées à d'autres secteurs. Le lien est toujours ici dans la description, d'accord? L'un des thèmes majeurs de l'exposition était la démocratisation de la chirurgie robotique. Pas comme un luxe technologique, mais comme un outil qui doit atteindre plus d'hôpitaux, plus de régions et plus de patients. Cela avec sécurité, efficacité et un impact réel. Un autre point fort a été la vision de l'hôpital 100% numérique. Des environnements où des technologies interopérables et interconnectées réduisent les erreurs, augmentent la sécurité des patients, améliorent la prise de décision clinique et rendent les processus de gestion des ressources beaucoup plus efficaces. L'intelligence artificielle est apparue non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité concrète et elle impacte déjà les diagnostics, la gestion, les coûts, les flux hospitaliers et la manière dont les soins sont dispensés. Au forum, les dirigeants du secteur ont précisé qu'il s'agissait d'apporter de meilleurs outils aux professionnels, non de les remplacer, pour que les médecins, les infirmiers et les gestionnaires puissent prendre de meilleures décisions. Dès aujourd'hui, pas dans 10 ans. L'avenir de l'hôpital a été présenté comme un jalon de cette transformation. Un nouveau modèle de soins de santé, plus intelligent, plus technologique, plus durable et surtout plus centré sur le patient, sur l'être humain. Il est vrai que l'intelligence artificielle, la robotique et les systèmes numériques promettent de révolutionner la santé. Mais il y a une question que presque personne ne pose. Qu'est-ce qui permet à tout cela de fonctionner 24 heures sur 24? La réponse ne se trouve pas dans un robot, elle se trouve dans l'énergie et bien sûr dans la façon dont nous la stockons. Une startup finlandaise, The Storage, a officiellement mis en service son premier système de stockage thermique à l'échelle industrielle, installé dans une brasserie locale.
Et les chiffres attirent vraiment l'attention. Jusqu'à 70% de réduction des coûts énergétiques et 90% d'émissions de carbone en moins dans des processus qui, jusqu'à aujourd'hui, dépendent fortement du gaz et du pétrole. Le système fonctionne directement, mais avec une grande efficacité. Il convertit l'électricité renouvelable en chaleur, stocke cette énergie dans du sable chauffé et libère la chaleur à la demande pour le chauffage industriel. Cela paraît simple, mais l'impact est énorme. Aujourd'hui, la production de chaleur représente près d'un cinquième de la consommation énergétique mondiale. Et environ 81% de cela provient encore des combustibles fossiles. Autrement dit, c'est l'une des plus grandes sources d'émissions industrielles et aussi l'une des plus difficiles à remplacer. La solution de The Storage a été conçue précisément pour répondre à ce défi. Pendant la charge, l'électricité renouvelable, utilisée de préférence lorsqu'elle est moins chère et plus abondante, chauffe le sable jusqu'à 800 degrés. Ce sable chaud est conservé dans des silos thermiques isolés où l'énergie reste stable longtemps. Quand l'industrie a besoin de vapeur ou de chaleur pour ses lignes de production, un échangeur de chaleur externe met le sable en circulation et libère l'énergie. Avec une efficacité jusqu'à 10 fois supérieure à celle des systèmes traditionnels de stockage thermique statique, ce détail change tout. En plus d'être efficace, le système est hautement évolutif. Il fonctionne aussi bien dans de petites installations d'environ 26 MW que dans des systèmes industriels géants atteignant 500 MW de stockage et 26 MW de puissance de charge. Concrètement, les secteurs très consommateurs de chaleur, tels que l'alimentation, les boissons, la chimie et l'industrie, ont désormais une alternative réelle aux chaudières. Le gaz, c'est que résoudre la question énergétique est la première étape. La seconde est d'anticiper l'avenir. D'une certaine manière, pour cela, l'humanité construit des cerveaux capables de simuler des mondes entiers, et la NASA vient d'en activer un des plus puissants. À mesure que l'exploration spatiale progresse, les défis cessent d'être uniquement physiques et deviennent mathématiques. Avant même qu'une fusée ne quitte la plateforme, des milliers de variables doivent être prévues, simulées et testées. Et c'est précisément là que la NASA vient de faire un saut historique. Le 27 mars, l'agence a officiellement présenté Athena, son ordinateur le plus puissant et le plus efficace jamais construit. Un système conçu pour devenir la base numérique de la prochaine génération de missions spatiales, aéronautiques et scientifiques. Basé au centre de recherche Ames, Silicon Valley. L'Athena devient le principal moteur informatique de la NASA, capable de gérer des simulations qui, il n'y a pas si longtemps, auraient été tout simplement irréalisables. Et le chiffre est vraiment impressionnant. L'Athena atteint plus de 20 pétaflops de performance, ce qui équivaut à 24 millions de calculs par seconde. Cette puissance rend possible de remplacer des tests physiques coûteux par des simulations numériques précises, cruciales pour l'exploration moderne. Lancement de fusées, dynamique de rentrée atmosphérique, conception d'aéronefs de dernière génération et analyse d'efficacité énergétique. Ils peuvent désormais être testés virtuellement, économisant des millions avant la fabrication de la moindre pièce. Mais Athena n'est pas qu'un simulateur de physique. Il sert aussi de terrain d'entraînement pour des modèles avancés d'IA capables d'analyser des pétaoctets de données de satellites, sondes et missions scientifiques. Au lieu de rechercher des motifs manuellement, les scientifiques comptent désormais sur une IA entraînée pour identifier les phénomènes qui pourraient nous échapper. Ainsi, les chercheurs peuvent simuler des modèles atmosphériques complexes, prévoir les effets des tempêtes solaires sur la Terre ou analyser de grands volumes de données planétaires pour de nouvelles découvertes. Le nom du système n'a pas été choisi par hasard. Dans la mythologie, Athéna est le symbole de la sagesse et en plus, elle est la sœur d'Artémis, qui donne son nom au programme lunaire actuel de la NASA. Un lien symbolique entre l'informatique, l'exploration et le retour de l'humanité sur la Lune. Et le moment ne pourrait être plus stratégique. Alors qu'Athéna entre en service, les équipes du Centre spatial Kennedy s'approchent d'une étape cruciale. Les préparatifs finaux pour le vol d'essai de la mission Artemis 2. À l'instant même où j'enregistre ce script, la fusée SLS et la capsule Orion subissent des répétitions complètes, y compris un lancement simulé, grâce à des superordinateurs prévoyant des scénarios extrêmes. Une constatation devient de plus en plus évidente. La Terre ne peut pas être le seul plan, il faut un plan B. Elon Musk a décidé d'accélérer tout cela et il ne va pas commencer par Mars, cette fois, il veut la Lune. Pendant plus de 2 décennies, Mars a été le cœur idéologique de SpaceX depuis la fondation de l'entreprise. Elon Musk a soutenu que la planète rouge serait le plan B de l'humanité, un refuge lointain mais nécessaire au cas où la Terre viendrait à échouer. Mais il semble que quelque chose ait changé. Le week-end dernier, Musk a indiqué publiquement que SpaceX privilégie désormais la Lune comme destination immédiate, reléguant Mars au second plan à court terme. Selon le reportage de Reuters, le nouvel objectif d'Elon Musk est de créer une ville autosuffisante sur la Lune, d'ici environ 10 ans,
La justification est simple, directe et d'un pragmatisme brutal. Alors que Mars nécessite une fenêtre de lancement tous les 26 mois et un voyage d'environ 6 mois à la Lune, elle est juste à côté. Seulement 2 jours de voyage, des fenêtres de lancement. Tous les 10 jours, un ravitaillement constant et une itération très rapide. Dans les mots de Musk lui-même, la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation. La Lune est plus rapide. Ce changement de priorité a également été confirmé par le Wall Street Journal, qui a révélé que SpaceX a déjà officiellement informé ses investisseurs de leur nouvelle stratégie. La Lune passe maintenant en premier, Mars viendra plus tard. Selon Musk, construire une ville autosuffisante sur la Lune serait réalisable en moins de la moitié du temps nécessaire pour une colonie martienne. Et, dans le jeu de la survie pour la civilisation humaine, le temps est tout. SpaceX affirme qu'elle maintient toujours ses plans pour Mars. Mais le discours a maintenant changé. Avant d'atteindre le lointain, il faut assurer la prochaine étape. Je dois quand même te rappeler une chose. Il y a un historique qui exige de la prudence. Musk est connu pour ses calendriers agressifs et ses changements fréquents. L'année dernière, par exemple, il a même affirmé qu'une mission habitée vers Mars pourrait avoir lieu dès la fin de 2020-2026. Avec le lancement de la Starship aujourd'hui, ce plan semble avoir été repoussé dans le futur. Il n'est pas non plus clair dans quelle mesure la NASA soutient l'idée d'une ville lunaire privée. L'agence subit des retards dans son programme Artemis. Pendant ce temps, la pression géopolitique augmente. Le programme lunaire chinois progresse à un rythme accéléré et la Lune est à nouveau considérée non seulement comme une destination scientifique, mais aussi comme un territoire stratégique. Ce déplacement de focalisation spatiale accompagne une autre transformation majeure dans l'empire de Musk. Après l'acquisition de Xai par SpaceX, une opération qui a évalué l'entité combinée à plus de 1,25 billion de dollars, l'entreprise a également commencé à viser l'espace. Une solution à la crise énergétique de l'intelligence artificielle. L'idée de ces gars-là est claire, emmener des centres de données en orbite, où l'énergie solaire est presque constante et indépendante des réseaux électriques surchargés de la Terre. La proposition de Musk consiste à lancer des constellations de satellites d'intelligence artificielle fonctionnant comme des centres de données en orbite, pendant que l'entreprise se prépare à une introduction en bourse estimée à 50 milliards de dollars, destinée à financer à la fois l'expansion lunaire et cette nouvelle infrastructure informatique. Oui, bâtir des villes hors de la Terre, c'est assurer la survie de la civilisation. Du moins, c'est ce que ces gens pensent. Le risque a toujours existé que l'innovation menace la vie telle que nous la connaissons. C'est pourquoi, tandis que certains observent l'espace, d'autres conçoivent un coffre pour préserver l'ADN sur Terre. Les Émirats arabes unis ont annoncé, le 3 février, une initiative sans précédent, la création du premier biocoffre génétique permanent. Une véritable arche de Noé, moderne, construite non pas en bois, mais en pure technologie. Née d'un partenariat de plusieurs millions avec la géante Biosense, entreprise nord-américaine réputée en biotechnologie synthétique et conservation génétique. Cette entreprise a déjà réintroduit le loup et prévoit de ramener d'autres espèces disparues, comme le mammouth. Le lieu retenu, le musée du futur à Dubaï, n'a pas été choisi au hasard. La proposition est claire et ambitieuse. Créer un biovault, une forteresse scientifique, conçu pour stocker les codes génétiques de plus de 10 000 espèces, en commençant dès maintenant avec les 100 animaux les plus menacés d'extinction. C'est un plan B supplémentaire pour la vie sur Terre. Des études indiquent qu'au rythme actuel, jusqu'à la moitié des espèces connues pourraient disparaître d'ici 2050, provoquant l'effondrement d'écosystèmes entiers et avec eux de la sécurité alimentaire, économique et climatique de l'humanité. Le biovault apparaît comme un filet de sécurité, un système de sauvegarde génétique capable de préserver des informations essentielles, même face à des pertes irréversibles de la nature. Le projet va au-delà d'un simple dépôt congelé. C'est un laboratoire permanent installé dans le musée, transformant l'espace en centre actif de recherche scientifique et de préservation de la vie. Là-bas, les scientifiques vont collecter, séquencer et stocker l'ADN à grande échelle en utilisant la robotique, l'intelligence artificielle et la cryopréservation avancée pour cataloguer des millions d'échantillons avec une précision extrême. Mais le projet ne se limite pas à conserver les gènes dans un coffre-fort. L'objectif est de générer des génomes de référence de haute qualité, qui sont essentiels pour les futures stratégies de conservation, la restauration des écosystèmes et même d'éventuelles interventions biotechnologiques. Cet épisode a clairement montré que le futur n'arrive pas par blocs isolés. Il arrive connecté, interdépendant et bien plus proche qu'il n'y paraît. Si cet épisode vous a plu, laissez un like et vérifiez votre abonnement. Abonnez-vous à Aurea via le lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez de 7 jours d'essai gratuit. Merci de m'avoir accompagné, à bientôt pour le prochain épisode. Cliquez sur une des suggestions à l'écran. Merci encore une fois, vraiment. Au revoir.